C'est la suite de l'heure des pros été après l'évacuation du campement du SAMU social dans le 13e arrondissement de Paris. C'était le 13 août dernier. Ce sont 250 personnes qui sont maintenant installées devant la mairie de Paris-Centre avec une installation qui s'appuie sur un principe français, celui de l'accueil de ces personnes et d'ailleurs qui réclament cet accueil. Elle le demande à la mairie, elle le demande aux autorités. Que dit exactement la loi? On voit cela avec Astrid Yalig. C'est un principe inscrit dans la loi française depuis 2009. Toute personne sans abri, en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement d'urgence. Et c'est un accueil qui est dit inconditionnel. Concrètement, le droit européen prévoit lui aussi des dispositifs d'accueil, mais en France, la règle est beaucoup plus générale. L'accès ne dépend ni des ressources ni de la situation administrative. Une personne étrangère sans titre de séjour peut donc elle aussi être accueillie. L'accueil doit également assurer les besoins essentiels, un toit, le couvert et l'hygiène. La loi prévoit aussi une continuité de la prise en charge jusqu'à ce qu'une solution adaptée soit proposée. Selon la préfecture de police, plus de 115 000 personnes sont prises en charge chaque nuit en Île-de-France au titre de l'hébergement d'urgence, soit 40% de plus qu'il y a 6 ans. On va l'évoquer notamment avec Amine Elbaï, juriste. Bonjour Amine, merci d'être avec nous. Ce qui est intéressant, c'est que notre équipe sur place a pu parler à ces personnes qui sont devant la mairie du 3e arrondissement de Paris et on voit qu'elles connaissent très bien leurs droits parce que ce qui est ressorti des interviews qu'ils ont pu effectuer sur place, on a entendu « mais moi j'ai le droit à une solution de logement, moi j'attends des autorités qu'on me reloge, moi je demande à la police de trouver une solution ». Il y a sans doute tout un travail d'association derrière, mais ces personnes, elles savent très bien ce à quoi elles ont droit. Elles savent pertinemment et elles savent très bien ce à quoi elles ont droit, évidemment, puisque vous n'êtes pas sans ignorer que dans le droit français, dans le Code de l'action sociale et des familles, est inscrit le principe d'inconditionnalité de l'hébergement d'urgence. En Île-de-France, chaque nuit, 52 000 lits d'hôtels sont affrétés au déploiement de l'hébergement d'urgence, en majorité occupés par l'immigration incontrôlée. Et tout cela représente un coût. Oui. Pour le territoire de la région Île-de-France, cela représente 1,2 milliard d'euros par an. Dans le calcul, nous ne comptons pas les autres départements et les outre-mer. Cela représente un coût colossal pour les finances publiques. Mais la vérité dans tout cela, c'est que les capacités d'accueil sont atteintes. Nous avons créé dans notre droit une logique de solidarité illimitée qui, en réalité, ne profite ni aux migrants, ni aux Français, parce que je vous rappelle que tout cela est financé, bien évidemment, avec l'argent des Français. Et surtout, et c'est là où le bât blesse, c'est que vous avez, dans les services déconcentrés de l'État, sous l'autorité d'un même préfet, des fonctionnaires qui sont chargés d'héberger inconditionnellement un certain nombre de migrants, y compris des individus qui sont sous le territoire français, et toujours sous l'autorité du même préfet, des agents qui sont chargés, au contraire, d'éloigner les personnes qui sont sous obligation de quitter le territoire français. Donc, vous comprenez que dans l'architecture institutionnelle, notre pays marche complètement sur la tête. Il n'y a aucune cohérence, en tout cas, dans la mise en œuvre des politiques publiques migratoires. Marche sur la tête puisque, vous le disiez Amine, la solidarité illimitée, on en voit bien aujourd'hui justement les limites. Premièrement parce que les possibilités d'accueil sont saturées et parce qu'on va faire évidemment aussi une différence entre des personnes qui sont en situation régulière et qui ont besoin d'être hébergées et des personnes en situation irrégulière. On sait pertinemment que la plupart du temps, elles restent de manière irrégulière sur le territoire extrêmement longtemps. Et donc, en fait, on ajoute sans cesse des personnes qu'on doit loger. Les caisses sont vides, les possibilités de logement sont totalement saturées. Et pour autant, on ne revoit pas, en fait, la logique. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Vous le disiez, ça ne fonctionne pas pour les Français. Ça ne fonctionne pas non plus pour ces personnes qui dorment dans la rue en attendant. Mais absolument, Élodie. Et moi, vous savez, ce qui me fait mal au cœur, c'est de voir aujourd'hui ces gens à qui on vend la promesse d'être hébergés inconditionnellement, à des femmes qui dorment dans la rue sous un matelas avec leurs enfants. Alors la vérité, c'est qu'il n'y a pas de place. Mais toujours est-il que
parce qu'il y a un principe d'inconditionnalité de l'hébergement inscrit dans la loi, eh bien, l'État qui n'a pas la capacité de répondre à toutes les demandes se voit d'ailleurs, eh bien, chaque semaine condamné. On va d'ailleurs dans quelques instants devant une juridiction administrative pour une audience publique. Toutes les semaines, l'État est condamné à verser des et intérêts, eh bien, aux migrants dont il n'assure pas la capacité d'hébergement. Quand on n'est pas en capacité effectivement d'assurer le gîte et le couvert, il y a dans la loi le droit à l'hébergement opposable, qui est le corollaire de la loi Dallot, qui est le droit à l'hébergement opposable. Et donc, inconditionnellement par l'État, pourrait tout à fait engager la responsabilité administrative de l'État, quand bien même il serait en situation irrégulière sur le territoire national. Et ça, c'est vrai que ça peut paraître pour les Français qui nous écoutent. Merci beaucoup, Amine. Je sais que vous avez évidemment des engagements à honorer, donc je vous libère. Merci en tout cas de vous être rendu disponible. Judith, justement, sur ce sujet, vous vouliez compléter. Oui, non seulement on peut porter, enfin les migrants peuvent se retourner contre l'État, mais les villes aussi. En 2024, vous avez 5 villes, 4 maires écolos, une ville à maire socialiste, qui ont fait une action collective contre l'État parce qu'elles logeaient des migrants dans des gymnases où elles leur payaient des nuits d'hôtel et elles considéraient que c'était à l'État de payer. Et là, Strasbourg, en juillet, a gagné, par exemple. Donc l'État, c'est-à-dire l'ensemble des contribuables, ont dû verser plus de 530 000 € de mémoire pour payer ces fameuses places d'hôtel, ces nuits d'hôtel et les places dans le gymnase. Autrement dit, les maires écolos et socialos font payer leur politique pro-migrants par l'ensemble des contribuables et pas seulement par leurs administrés, ce qui permet de diluer le coût financier et les possibles mesures de rétorsion des électeurs qui ne seraient pas contents de devoir débourser autant d'argent pour ça. Oui. Amine a parfaitement décrit le phénomène. Il y a des facteurs aggravants. La loi de Cécile Duflot, elle aussi écolo quand elle était au logement, la loi Allure, la fameuse loi Allure, il y a une disposition dans la loi Allure qui fait que quand vous êtes sans titre de séjour irrégulier, vous pouvez même être considéré comme prioritaire. Ah oui. C'est une prime à l'irrégularité. Moins vous êtes dans la légalité, voilà, plus vous êtes pour aussi, il y a un avantage du coup. Pour l'hébergement. Dans la loi immigration, il y avait une tentative pour priver les individus sous OQTF de l'hébergement d'urgence. Le Conseil constitutionnel a dit pas question. Évidemment. Et beaucoup plus récemment, vous avez quelques parlementaires LR qui ont essayé de dire qu'il fallait non pas empêcher d'entrer, mais empêcher de se maintenir indéfiniment en hébergement d'urgence des individus en situation irrégulière. Ça n'est jamais passé, ça n'est jamais arrivé en séance plénière. De toute façon, en commission des affaires sociales, il n'y a pas eu de majorité pour faire ça. Donc, il y a une espèce de consensus pour une situation où on marche sur la tête et qui fait de nous une exception en Europe. Vous vous baladez à Berlin, à Londres ou à Rome, vous ne voyez pas ces campements de migrants organisés partout. J'ajoute que Utopia 56, qui est avec la CGT, vous en parliez, une des assos qui s'occupe de ces migrants, auxquels tous les migrants concernés, tous ceux qui campaient au SAMU social dans le 13e arrondissement, se sont vus proposer une solution d'hébergement, mais pas en Île-de-France. Et donc, or, le droit conditionnel ne dit pas là où vous voulez. C'est droit conditionnel à un hébergement. Donc, en fait, ces assos, Utopia 56 notamment, se vantent d'être totalement indépendantes et de ne pas vivre de l'argent de l'État. C'est vrai qu'elle vit essentiellement des dons de privés et d'associations privées, mais l'État, c'est-à-dire chacun de nous, c'est-à-dire le contribuable, lui paye chaque année une 30aine de bénévoles qui sont en fait payés par le service civique. Ça fait quand même 620 € d'indemnité par mois, multiplié par 30, multiplié par des années. Oui, c'est pas totalement... Donc ça veut dire que le contribuable
participe aussi à cela. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, mais on comprend mieux que la France soit devenue, au fil des années, une destination privilégiée pour l'immigration clandestine. Lorsque, finalement, ce principe d'accueil inconditionnel est inscrit dans la loi, ne regardant pas justement la condition administrative de celui qui s'y réfère, cela permet aux clandestins de légitimement demander un hébergement d'urgence. Pourquoi ferait-il des démarches parfois au risque parfois de voir son visa refusé lorsque finalement le simple fait d'être présent sur le sol français lui suffit à se prévaloir de ce droit? On voit que notre système marche sur la tête et surtout ce principe d'accueil inconditionnel, on voit bien à quel point il est insoutenable aujourd'hui. Rendre un principe et un droit illimité se heurte à la réalité, alors que chaque jour on voit que d'autres personnes qui réclament pourtant aussi à l'État de pouvoir être hébergées ne sont plus prioritaires. Pensez aux étudiants, par exemple. On peut citer les étudiants, par exemple, qui ont énormément de mal à se loger. Mais pour rajouter encore un peu plus, on va y aller quand même, dans le monde des fous. Parce que sur qui ça retombe tout ça, toutes ces incohérences politiques? Sur la tête des flics de base, à qui on demande une politique, puisqu'on a un grand programme d'OQTF, c'était la grande priorité du président de la République qui avait dit 100% des OQTF seront exécutés. Dites-le-moi si je me trompe, je ne crois pas. Ça a été dénoncé. Il n'y avait pas vraiment cru non plus, mais non. Oui, mais tout ça, vous savez, ça se décline sur le terrain. Et pour l'avoir connu, et à l'époque, dénoncé quand j'étais en service actif, je n'ai pas attendu la retraite pour ouvrir ma grande bouche, j'avais fait des rapports adressés à ma hiérarchie en expliquant que ce qu'on nous faisait faire en termes de procédure n'avait ni queue ni tête, parce que justement, il y avait un système complètement opposé, paradoxal, pour ne pas dire hystérique, où on met en obligation les services de police d'interpeller, de démultiplier les interpellations pour justement faire la chasse aux illégaux. Or, les illégaux, il vous suffit d'aller à l'entrée des préfectures pour les avoir à portée de main, si je puis dire, et en même temps, ils bénéficient d'une surprotection. Donc les seuls punis dans l'histoire, et je pèse mes mots, ce sont les services de police de base. Parce qu'en plus, vous avez... les seuls punis, les Français le sont aussi. Non, mais je parle des Français. Là, pour le coup, je m'exprime en tant qu'ancien flic, pour avoir connu ça, pour l'avoir dénoncé, pour avoir constaté qu'on interpellait n'importe qui, n'importe comment, uniquement pour nourrir la boîte à statistiques, pour justement faire croire que l'État luttait contre les étrangers en situation irrégulière, en sachant parfaitement que nous n'avions même pas la possibilité ensuite de les renvoyer dans leur pays d'origine, y compris et surtout, et c'est ça le drame, quand ils sont multirécidivistes, pardon. Et ça pose un problème, parce que vous n'avez pas que des voyous, là. Mais c'est ça qu'il faut dire, c'est que vous avez un système qui non seulement marche sur la tête, mais qui est hystérique. On va changer de thème, mais toujours sur un système qui marche sur la tête. Du côté de Biot, c'est à côté d'Antibes, le maire est en colère après l'installation parfaitement illégale de plusieurs caravanes sur le pré de la Fontanette. C'est une dizaine de véhicules qui a forcé l'accès au terrain dimanche soir. Le maire a d'abord proposé une alternative, un autre terrain, mais qui ne leur convient pas. Le maire porte plainte et demande leur expulsion. On va regarder ce reportage de Franck Trivio avec le récit d'Inès Alicane. Sur ce terrain au sein de la commune de Biot, 6 caravanes et 8 véhicules se sont installés. Les occupants ont forcé les portiques d'accès, provoquant la colère du maire. Je suis énervé et je dirais même très en colère, puisqu'on dégrade des équipements publics, des portiques de sécurité. On s'installe de manière illégale sur un terrain communal, en plus un terrain qui est sujet au risque d'inondation. J'ai déposé plainte en gendarmerie pour le compte de la ville et j'ai entamé 2 procédures d'expulsion. Une auprès du préfet, une procédure d'urgence, et une deuxième auprès du président du tribunal administratif. La municipalité affirme leur avoir proposé de rejoindre l'aire d'accueil de Valoris, une proposition refusée par les gens du voyage. On est parti de Fréjus, on est arrivé à Cagnes-sur-Mer, on ne peut pas rester à 3h du matin, ils nous ont obligés de partir. On a été baladés, c'est compliqué, c'est des parkings, c'est des endroits où il y a des rats, il y a des aires qui sont ici pour nous accueillir, ils sont complets. Alors on ne savait pas où aller, on a trouvé un petit coin d'herbe qui pour nous dérangeait personne. On a poussé des barrières, on est entré. Je ne veux pas rester, je ne veux pas l'acheter, je ne veux pas habiter ici à l'année, je veux rester 2 semaines et puis partir 3 semaines, voilà, comme j'ai demandé à monsieur le maire.
En attendant une éventuelle décision d'expulsion, la municipalité affirme avoir renforcé les dispositifs de fermeture du site. À Biot, le bras de fer est désormais engagé entre les occupants et la commune. On va l'évoquer avec Gilbert Collard, président d'Alternative France, ancien avocat. Bonjour et merci d'être avec nous. Ces situations-là, on les voit de plus en plus souvent. Là, on l'a entendu, il y a un terrain qui pourrait être disponible. Ils n'en veulent pas. Cet homme qu'on a entendu explique qu'il compte rester 2 semaines, qu'il ne compte pas s'installer. On a l'impression que pour eux, il n'y a vraiment aucun problème à avoir forcé l'entrée d'un terrain municipal et à s'y être installé. Il dit après tout, je vais partir, donc je ne dérange personne. Évidemment, ça ne marche pas comme ça en théorie. Véritable contagion de la violation de la loi. La norme n'existe plus. Les squats, par exemple, c'est toléré, c'est accepté. Le propriétaire est exclu de chez lui et la force publique n'intervient pas. Les rave-parties. Les paysans voient leur terrain envahi et la police n'intervient pas. Sainte-Soline, les refus d'obtempérer. On est dans un pays où la norme est devenue anormale et l'anormalité normale. Donc, ça signifie qu'on est arrivé à un moment donné où on est non plus dans le rapport légal, mais dans le rapport de force. Si je peux me permettre une expression, la devise de la République, c'est « je t'emmerde ». Je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux. Et comme malheureusement les forces de l'ordre débordées ne peuvent plus intervenir, ou quand elles interviennent, c'est dans des conditions qui leur sont forcément réprochables, c'est le désordre absolu. Mais ça, c'est l'état général du pays. Ce fait que vous rapportez est un symptôme, un élément clinique d'une situation générale gravissime. Il n'y a plus... Bon courage pour envoyer les forces de l'ordre. Et on voit que ce rapport de force, non seulement il existe, mais ce n'est pas la République qui le gagne en général à la fin. Non, jamais. Quasiment jamais. Regardez à Sainte-Soline, regardez dans les rave-parties, regardez le symbole de l'abolition du droit, c'est le squat. Un individu entre chez vous illégalement, il a le droit. Voilà, il reste chez vous. Et avant que vous arriviez à obtenir la force publique, il peut s'écouler des mois et des mois et des mois. Donc les gens le sentent, les gens s'en rendent compte et ça les exaspère de plus en plus. On est dans l'anormalité. La norme n'est plus du tout la norme. C'est l'anormalité qui est devenue la norme. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement forcer un domicile, occuper un terrain illégalement, et on sait que les conséquences n'existeront pas. Alors bien évidemment, les maires ils sont désespérés, les riverains sont catastrophés, mais il n'y a pas d'État. Il n'y a plus d'État. Il y a du blabla, comme le disait un représentant des sapeurs-pompiers. Il y a du blabla et les gens sont fatigués du blabla. Vraiment, vraiment fatigué. Merci beaucoup Gilbert Collard d'avoir été avec nous. Un mot là-dessus, Judith, sur ces maires aussi, qui sont maires ou agriculteurs aussi parfois d'ailleurs, qui se retrouvent en fait devant une situation qu'ils ne maîtrisent plus du tout. Oui, parce que le droit sur ces questions-là marche sur la tête. En 2023, Christian Estrosi, maire de Nice, voulait faire expulser un camp de migrants qui s'était installé à Nice près de l'église du Vœu. Eh bien, il a été condamné 2 fois, enfin, il a perdu 2 fois devant la justice. Il est allé jusqu'au Conseil d'État et le Conseil d'État a considéré qu'il n'y avait pas urgence et pas de trouble à l'ordre public. Donc, le campement est resté. Et atteinte disproportionnée à la liberté des personnes qui s'étaient installées au vu de leur vulnérabilité et à cause de ce fameux principe d'hébergement d'urgence inconditionnel. Et puis on le voit, Raphaël, on le sait, les communes sont censées mettre à disposition des terrains précisément pour ces personnes qui souhaitent s'installer quelque temps. Là, le maire, tout de suite, il a proposé un terrain. La personne interrogée estime qu'il aurait des rats, etc. Je ne sais pas, on n'est pas allé vérifier nous-mêmes. Mais dans la plupart des cas, quand on fait ces reportages, le terrain a été proposé et on a des gens qui s'installent en disant « mais moi, le terrain, il ne me va pas, je préfère celui-là ». En l'occurrence, ce n'est pas comme ça que ça s'est marché. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est presque exactement le même sujet que celui que nous avons traité avec l'hébergement d'urgence des migrants. Des solutions sont proposées. La loi contraint notamment les municipalités à offrir
des sites d'hébergement pour les gens du voyage, mais ceux-ci préfèrent une autre solution plutôt que et choisissent. En fait, c'est une sorte d'abolition d'abord du droit de propriété qui est en train de s'installer sans que plus personne ne réalise à quel point il est attaqué. Alors, il ne s'agit pas de remettre en question le mode de vie des gens du voyage, mais le fait est qu'ils pourraient se conformer à ce qui est prévu, plutôt que finalement d'inventer de nouveaux droits. Mais ça leur coûtera plus cher. Oui. Parce qu'il faut payer l'eau et l'électricité. Voilà. C'est l'heure de dire au revoir à nos auditeurs d'Europe 1. Vous allez retrouver tout de suite Julien Pichenet. Bonjour Julien, quel est le programme aujourd'hui de l'émission ? Bonjour Élodie et bonjour à tous. Encore un beau programme ce matin puisqu'à partir de 10h sur Europe 1 dans le Club de l'été, nous recevrons le comédien et metteur en scène Arthur Jugnot qui va venir nous parler de sa nouvelle pièce Tout feu, tout flamme, et nous parlerons des parcs d'attractions. Ensuite à 11h avec cette question, les parcs d'attractions sont-ils devenus trop chers ? Voilà le programme du jour dans le Club de l'été. À tout de suite sur Europe 1. Merci Julien Pichenet, merci à nos auditeurs d'Europe 1 bien sûr de nous avoir suivis. On marque une pause et pour les téléspectateurs de CNews, on reviendra en évoquant malheureusement une nouvelle fois l'antisémitisme. On verra notamment le cas d'un analyste médiatique qui se fait l'écho des propos de la France insoumise. On verra aussi une séquence où de nouveau on estime que les juifs sont trop nombreux et qui n'est pas reprise à l'antenne. Tout cela on en parle juste après la pause, restez avec nous.